Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans le grand JT de l'éducation. Tout de suite, le sommaire. Elles sont souvent dévalorisées, considérées comme les filières des mauvais élèves. Et pourtant, quoi de plus beau que de rêver devenir chef cuisinier, fleuriste ou encore mécano? Les filières professionnelles sont-elles l'avenir de l'éducation? C'est notre question du jour, on en débat dans un instant. Un film, une polémique. Depuis l'annonce de la sortie du film Les Secpas, de nombreux profs de cette section font part de leur gêne. Rachid Zerouki, qui a été professeur en Secpa, sera avec nous justement pour en parler. Et alors que nous sommes en pleine semaine olympique et paralympique à l'école, nous avons voulu savoir quelle place avait le sport à l'école chez nos voisins. Ce sera avec Mickaël Dorian. Et puis, vous le savez, cette semaine, Tristan Banon est l'invité de Melika Ménard dans Souvenirs d'écolier. Ce sera à découvrir en fin d'émission. Et tout de suite, comme chaque jour, c'est l'actu en bref avec Mickaël Dorian. Comment ça va, Mickaël? Bonjour Virginie, très bien. Alors, on commence cette semaine avec le président de la République qui était en déplacement dans la Creuse. Oui, Emmanuel Macron qui a échangé lundi avec des lycéens et des jeunes engagés dans le milieu associatif dans un lycée agricole. Il est revenu sur ses propos du 13 janvier dernier en clôture du congrès de la conférence des présidents d'université et sur son souhait de réforme systémique des universités. Il assure n'avoir jamais dit qu'il souhaitait augmenter les droits d'inscription à l'université. Regardez. Quand on veut se battre contre la précarité étudiante, on n'augmente pas les droits d'inscription à l'université. C'est d'ailleurs pour ça que, contrairement à ce que j'ai pu lire partout dans la presse, je n'ai jamais dit ça. Donc merci de l'avoir corrigé, enfin en tout cas de me mettre de votre côté, c'est plutôt celui du bon sens. Donc je n'ai jamais dit ça. Je me suis exprimé devant la conférence des présidents d'université, je défie qui que ce soit de retrouver cette phrase qui est sortie partout. Il paraît qu'on est en campagne, et donc il y a apparemment beaucoup de gens qui, dans ces cas-là, sortent des choses et vous font dire le contraire. Nous avons d'ailleurs fait le contraire. Et justement, une question que beaucoup de futurs bacheliers se posent, combien coûtent les études supérieures en France ? Oui, car non, les études ne sont pas gratuites. On peut même dire que ça coûte cher d'être étudiant en France. 7 118 € en moyenne par an pour le logement, les frais d'inscription et l'alimentation. Une dépense qui varie fortement en fonction de la filière choisie. Pour un étudiant à l'université, par exemple, il faut compter en moyenne 6 473 €, 9 733 € pour un étudiant en école d'ingénieur et 10 735 € pour un étudiant en école de commerce. Oui, c'est un sacré budget quand même. Effectivement. Sur France Info, Jean-François Delfrécy appelle le gouvernement à un peu plus de constance. Le président du conseil scientifique était interrogé ce matin sur le protocole sanitaire dans les écoles, un protocole qui a subi de nombreuses modifications depuis le début de la pandémie et qu'il faut, pour le bien des familles, selon lui, arrêter de changer. Écoutez, il y a eu beaucoup de changements, donc à un moment donné, je pense qu'il faut arrêter de changer. Oui. Parce que les familles sont totalement perdues, mais totalement perdues. Moi, j'ai ma fille qui me dit, écoute, je t'écoute d'habitude, mais là, je comprends rien. Ça veut dire que c'est compliqué. Comment maintenir à la fois ses enfants à l'école, maintenir des classes relativement ouvertes, et puis inversement, ne pas laisser partir totalement l'épidémie dans cette tranche d'âge. Bon, le dernier protocole qui avait été mis en place répond en partie à cette question. Et en région Rhône-Alpes, une étude sur les seuils de pollution dans les écoles qui inquiète. Des résultats alarmants, Virginie, suite à une étude de l'association Respire qui s'est intéressée au niveau de pollution aux abords des établissements scolaires en Auvergne-Rhône-Alpes en les comparant aux dernières recommandations de l'OMS. On y apprend clairement que 100% des établissements de Lyon, Chambéry, Grenoble et Annecy dépassent les limites de pollution recommandées. Alors pour assainir les établissements, l'association préconise l'utilisation de capteurs de CO2 ou de purificateurs d'air, un équipement qui coûterait près de 20 millions € à l'État. Et on termine avec des astuces pour améliorer le sommeil de nos enfants. Oui, et elles sont données par le pédiatre Arnaud Pfersdorf, invité de l'émission Bien fait pour vous sur Europe 1. Il explique notamment que pour endormir les enfants, les histoires les plus courtes sont les meilleures. Sans lui dire, oh là là, il y a beaucoup de nuages là. Là, on va le stresser et il va encore avoir plus de difficultés à maîtriser ses symptômes. C'est juste pour qu'il ait une vision d'ensemble un peu de sa progression, en fait. Voilà, c'est une vision d'ensemble, mais c'est lui qui gère. Une autonomie. Et il ne faut pas être derrière lui en disant oh là là, oh là là. Encore, il n'y a pas de commentaires. Surtout pas de commentaires. C'est ce qui mine l'enfant, quel que soit son âge. Par contre, on lui dit c'est top, c'est toi qui fais, et tu verras avec ton médecin, ton pédiatre. Ça le responsabilise. C'est mieux comme message. Merci Mickaël pour ces infos. Vous restez avec moi ? Je ne bouge pas. Merci. Assez d'affiliés, ces filières pro à l'échec scolaire. Alors comment justement sortir des clichés ? A-t-on besoin de rendre ces filières pro plus attractives ? On en débat tout de suite avec nos invités.
Et pour répondre justement à cette question qui me tient à cœur, particulièrement à cœur, vous allez le voir, j'accueille Mohamed Atia. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes professeur de lettres et d'histoire en lycée professionnel et délégué national Voix Pro pour le syndicat SE-UNSA, syndicat des enseignants. Donc. C'est ça. Et puis, j'accueille également par Skype, ravi de vous avoir en ligne, le chef Guillaume Ziegler. Bonjour, vous entendez bien, chef ? Bonjour à vous, oui, très bien, merci. Formidable. Directeur technique des cuisines à l'Institut Le Cordon Bleu à Paris. C'est un institut de formation, le Cordon Bleu ? Excusez-moi, pardon ? C'est un institut de formation, le Cordon Bleu ? Absolument. L'Institut Cordon Bleu Paris, qui est donc un institut qui a été fondé en 1895 et un réseau à peu près 35 entités à travers le monde, où effectivement nous dispensons nombre de formations professionnalisantes dans les arts culinaires et le management. Merci. Alors déjà, s'il vous plaît, tous les deux, j'aimerais que vous me disiez, Mohamed Atia, déjà pour commencer, qu'est-ce que c'est que la filière pro ? Parce que beaucoup de gens qui nous regardent ne savent pas forcément ce que ça veut dire. Alors la voie professionnelle, c'est plusieurs diplômes qui préparent nos jeunes, alors soit à entrer dans la vie active, soit à poursuivre pour essayer de se spécialiser un petit peu et de continuer alors dans le domaine professionnel. Peut-être que beaucoup de gens, des enfants ou connaissent des gens qui ont été en CAP, donc certificat d'aptitude professionnelle, pour préparer un tas de métiers industriels, mécanique auto, etc., et également tertiaires. Et puis, ce qu'on appelle le bac professionnel, qui est peut-être le plus connu, ça représente quand même 30% des bacheliers. C'est quelque chose comme 650 000 élèves, donc c'est pas rien. Oui, c'est énorme. Et ça forme un tas de métiers. Et encore une fois, ça brasse des centaines de spécialités qui vont de l'alimentation. J'en profite puisque je vois qu'on a un chef à nos côtés, donc qui vont de l'alimentation à l'industriel, en passant par le service à la personne. Donc ça prépare un tas de métiers. Oui, formidable. L'artisanat, la coiffure, le maquillage, effectivement, tous les métiers qu'on connaît, travail du bois, chef et autres. Et justement, vous parlez des CAP, du bac professionnel. Il y a beaucoup, en fait, de professionnalisation possible, mais il faut choisir jeune. C'est professionnalisant. À quel âge ça commence, en fait ? À quel âge l'élève, j'allais dire l'enfant, mais c'est plus trop un enfant, disons qu'il a peut-être 12-13 ans, 14 ans, à quel âge on commence à réfléchir à cela ? Alors juste après le collège, après la troisième, on s'oriente soit en seconde professionnelle pour commencer un cursus. Alors on peut choisir une famille de métiers, c'est-à-dire se diriger plutôt vers un domaine plutôt qu'un autre. Et puis ensuite les réorientations sont possibles. On n'est pas pied-point lié à une orientation une fois qu'on a choisi en seconde. Et puis c'est la même trajectoire pour le CAP, c'est-à-dire qu'en gros ça se joue après la classe de troisième. Ça veut dire que dès la fin de troisième, pour un élève finalement, il faut qu'il ait une idée de ce qu'il a envie de faire ? Parce que finalement, la différence avec la filière générale, c'est qu'on peut arriver en filière générale sans forcément avoir une idée bien précise. C'est très souvent le cas d'ailleurs. C'est très souvent le cas. Mais là, ça veut dire qu'il faut quand même avoir une idée de... Absolument, c'est exactement ça. C'est la grande différence entre la voie, ce qu'on appelle générale et technologique, et la voie professionnelle. C'est que déjà, il faut avoir une idée. Alors, il y a des choses qui permettent, il y a des stages d'immersion parfois qui sont en troisième, il y a ce qu'on appelle la troisième SECPA, qui permet carrément d'envisager un champ professionnel pour essayer de se familiariser à un métier. Et puis, encore une fois, il y a des droits à l'erreur. C'est-à-dire qu'un jeune, puisqu'encore une fois, il nous arrive extrêmement jeune, 14-15 ans, ils sont en troisième, on est très jeune. Absolument. C'est compliqué d'avoir vraiment une idée précise de ce qu'on veut. Alors, l'orientation, elle se fait en fonction d'un tas de choses. Ils sont accompagnés à l'orientation par leurs professeurs principaux, par ce qu'on appelle les psychologues de l'éducation nationale. Alors, avant, on disait conseiller d'orientation. Je pense que les gens situeront mieux si on dit ça, mais c'est ce qu'on appelle des PsyEN, donc des psychologues de l'éducation nationale. Et puis, ils cheminent un petit peu vers un métier. Alors, ça peut être aussi pour des raisons géographiques, c'est-à-dire qu'on regarde un petit peu les métiers qui se font autour de chez soi. Alors justement, chef Ziegler, qui est avec nous en Skype, c'est ce qui s'est passé pour vous. C'est-à-dire que très tôt, vous aviez une passion, vous vouliez devenir chef, vous le saviez, ou est-ce que vous avez découvert avec le temps cette envie ? Écoutez, c'est un petit peu des deux, c'est-à-dire que moi je suis à la base fils de charcutier, donc j'ai baigné dans une atmosphère culinaire, de bonnes odeurs, avec un vrai savoir-faire, et quand bien même tout se passait bien effectivement au collège, au moment de choisir la direction soit du lycée ou autre, eh bien j'ai voulu tenter autre en me lançant dans la cuisine. D'accord. Et ça veut dire qu'en fait, il faudrait peut-être qu'il y ait plus d'initiation au collège. Vous allez dans les collèges, justement, chef Ziegler, pour parler de votre passion, de votre métier, pour encourager justement les jeunes à aller vers cette filière-là ? Alors écoutez, il est vrai que en fait, quand on arrive en troisième, il est effectivement difficile de faire un choix. On parlerait peut-être d'une orientation qui, quand bien même celle-ci se ferait, pourrait encore évoluer avec le temps, parce qu'on s'aperçoit effectivement que de toute façon, dans le parcours professionnel, on vient à se spécialiser et nous, on le voit à travers nos différents profils d'étudiants, avoir beaucoup de changements de carrière. Donc, il est vrai que l'information, elle est relativement importante.
Et c'est pour cela qu'effectivement, on organise régulièrement des portes ouvertes qui sont ouvertes à un très large public pour effectivement, si des étudiants, jeunes étudiants étaient intéressés par la filière, qu'on puisse vraiment leur expliquer et leur apporter au cas par cas. Alors, il y a beaucoup de clichés, on l'a vu, on va en parler justement après, sur l'idée de la filière pro. Vous êtes, donc je disais en début de discussion, professeur de lettres et d'histoire, justement, dans un lycée professionnel, dans ce lycée. Et vous voyez en permanence, justement, ces injustices qui sont liées à cette voie professionnelle, à cette filière, puisqu'ils suivent, en fait, une voie générale avec les matières de prédilection, qui sont les matières classiques, j'imagine, donc mathématiques, lettres et histoire. Oui, alors c'est la grande, moi ce que je trouve être la grande force et la grande richesse de la voie professionnelle, c'est-à-dire que effectivement les jeunes quand ils nous arrivent, ils sont un peu déboussolés puisque ça reprend les codes de l'enseignement de collège, c'est-à-dire qu'effectivement nos jeunes en lycée pro, il ne faut pas que les parents s'inquiètent, ils continuent à faire du français, ils continuent à faire de l'histoire, des mathématiques, etc. Mais qu'est-ce qu'il n'y a plus comme matière alors ? Il y a des matières qui sont indispensables et d'autres moins ? Non, globalement, ils reprennent un petit peu ce qu'ils faisaient. Alors, moins dans le détail et en fonction des filières, effectivement, ils seront moins spécialisés, font peut-être pas de physique ou de SVT. Mais finalement, globalement, ils reprennent tous les fondamentaux de l'enseignement fondamental. Et puis, la grande nouveauté, c'est qu'effectivement, ils ont un apprentissage d'un champ professionnel. Et ça, c'est vraiment ce qui fait la grande différence. Et je reprends ce que vous disiez, parce que je pense que c'est la clé sur le développement et l'avenir de la voie professionnelle, c'est l'image. Effectivement, on souffre d'un déficit d'image terrible. Et effectivement, moi j'essaye, et je pense que le chef Ziegler à son niveau le fait également, c'est de faire comprendre que ça peut et ça doit être une voie d'excellence également. Vous avez ressenti les clichés chez Ziegler aussi, vous, de votre côté ? Au sein de votre famille, de votre entourage ? Écoutez, venant d'une filière, effectivement, donc fils de charcutier, effectivement, c'était un honneur d'aller en cuisine, parce que le métier de cuisinier est un métier, effectivement, qui est représenté par des fortes têtes et depuis longtemps. On a un vrai patrimoine culinaire, gastronomique et historique qui évoque, effectivement, la belle image que développe la cuisine. Après, c'est effectivement le sens que l'on veut donner au sens de cuisinier, d'où l'importance de vraiment suivre des formations de qualité pour vraiment apprendre ce qu'est le métier de cuisinier et prendre plaisir à l'intérieur. C'est vraiment important. Oui, bien sûr, ce plaisir effectivement d'aller vers un métier, vers une formation. Mais enfin, c'est vrai que, effectivement, Mickaël le disait, c'est très difficile quand on a 13, 14, 15 ans, on l'a vécu l'un et l'autre, on en a parlé avant l'émission, de savoir ce que l'on veut faire. Moi, je savais que je voulais barouder, parcourir le monde, essayer de rapporter les informations, etc. Mais pareil, parce que c'était un héritage aussi familial. Est-ce que vous ressentez ça aussi au sein même des jeunes qui sont avec vous ? Est-ce que c'est souvent, finalement, le lien familial, comme pour vous, chef ? Est-ce que c'est la trajectoire, finalement, on suit un peu on a des parcours extrêmement différents, effectivement. Alors, dans ce que disait le chef Ziegler, on en retrouve effectivement avec un héritage familial, avec une appétence, une vocation particulière qui est née parce qu'effectivement, il y en avait dans la famille. Et puis, on a des jeunes qui ont découvert au détour d'un stage, qui sont venus peut-être un peu là aussi, un peu plus dans l'inconnu et qui finalement se sont dit que c'était pas si mal. Et puis, encore une fois, moi, je comprends bien cette question de l'orientation et qu'un jeune puisse se dire, c'est peut-être un peu tôt à 14 ou 15 ans de se dire, je vais tracer ma vie. Mais justement, sa vie n'est pas tracée. Il peut revenir en arrière. Mais bien sûr, les réorientations, elles se font. Moi, je suis par exemple professeur cette année de jeunes élèves de seconde. Oui. Et on a eu des réorientations au cours de l'année, de jeunes qui se sont dit, finalement, ça, c'était pas pour moi. Et c'est une orientation au sein même de la filière pro, ou alors il peut revenir dans une filière générale. Alors, on appelle ça le général ? Oui, général et technologique, oui. Les deux sont possibles, c'est-à-dire qu'on peut changer, alors évidemment, en fonction des places disponibles, faut voir un petit peu les différents critères, mais il est possible soit de changer d'orientation professionnelle, ou alors de regagner une seconde générale et technologique, c'est tout à fait possible. Alors, le sujet a été remis au cœur du débat, évidemment, parce que je ne vous cache rien, ce sont les présidentielles. Plusieurs candidats à l'Élysée ont dit qu'ils voulaient valoriser, justement, ces filières pro, et tant mieux. On les a tous quasiment entendus à ce sujet. Ils veulent certes tous les développer. Parfait, AV. Mais ça fait des années qu'on en parle. Est-ce que vous, vous voyez manifestement ce changement ? Écoutez, je veux répondre. Vous avez le droit de dire non, non. Vous savez. Je veux répondre en toute honnêteté. Si le changement a lieu, il a lieu de manière extrêmement lente. Et c'est ce qui nous chiffonne sur le terrain. C'est-à-dire qu'effectivement, sur le terrain, il y a des choses formidables qui se font. Comme quoi, par exemple ? Il y a des campus des métiers qui se font. Oui. Les gens n'ont pas idée que, par exemple,
à Toulouse, des jeunes de la voie professionnelle dans les lycées travaillent sur le bac pro aéronautique en lien avec des entreprises comme Airbus. Enfin voilà, il y a des choses, il y a des choses assez formidables. Donc ça veut dire que c'est toujours un problème d'image, comme le disait Virginie tout à l'heure ? Complètement, parce que là on a ces campus de métiers qui sont des belles vitrines. Et effectivement, dans tous les lycées de France, il ne se passe pas des partenariats aussi prestigieux, évidemment, mais il y a des choses formidables qui se font, des jeunes qui progressent, des jeunes qui trouvent leur voie, des jeunes qui se réconcilient avec l'école. Parce qu'effectivement, on avait des jeunes peut-être qui étaient... Mais là, c'est la voix des jeunes. Là, c'est la voix des jeunes et des parents. C'est la voix de ceux qui sont motivés. Moi, je parle des mesures gouvernementales. Chef, de votre côté, vous les avez vues, ces mesures ? Vous avez vu du changement ? Très honnêtement, c'est encore timide, je pense. La clientèle que nous, on observe effectivement, déjà, c'est une clientèle qui a 18 ans minimum, ici à l'Institut. Et donc, effectivement, ce sont souvent des prérequis qui doivent avoir 18 ans et un bac pour entrer dans nos cursus, parce que ce sont des cursus relativement intenses, très spécialisés. Donc, effectivement, pour se sentir bien à l'aise, les prérequis sont là. Mais c'est vrai que dans notre filière bachelor, on a de plus en plus, notamment d'étudiants français, puisque notre clientèle est majoritairement internationale, qui viennent et qui s'orientent dans nos métiers, suite souvent d'ailleurs à de rapides reconversions, puisque il faut en parler un petit peu, mais c'est vrai que dans les médias, les métiers de la cuisine, de la pâtisserie, de la boulangerie sont très mis en avant. Ce sont des métiers qui reviennent à une certaine source, à un rapport ingrédient, terroir, humain, transformation. Donc des rapports simples, si vous voulez, et cet état de déconnexion ou de revenir un peu à la source fait qu'effectivement, nos métiers, on le vend un petit peu en poupe. Pour une fois que la télévision apporte de bonnes choses, effectivement. Mais alors, là, il y a un travail d'image qui est fait par les médias, mais on parlait d'image tout à l'heure. Qu'est-ce que le gouvernement pourrait faire justement pour améliorer ça ? Alors, pour moi, 3 choses. Et d'ailleurs, là, l'illustration qui a été faite, alors, il y a un coup de projecteur qui est fait sur certains métiers. L'essentiel, plus de la moitié des élèves de la voie professionnelle sont dans des formations tertiaires, type gestion administration, qui n'ont pas ce coup de projecteur. Pour moi, 3 choses. 1, formation des enseignants, leur donner les moyens d'accompagner, de mieux connaître les métiers, etc. Notamment les enseignants en 3e, pour préparer l'orientation. 2, information des familles, une meilleure information. C'est un casse-tête sans nom pour les familles de savoir qu'est-ce que je vais faire. Et c'est une décision lourde pour leurs enfants. Et 3, promotion. Le gouvernement peut tout à fait faire la promotion. Il y a une semaine qui a été lancée cette année, dont acte, le 6 décembre dernier, la semaine de la voie pro, pour mettre un coup de projecteur. Personne n'a entendu parler. Voilà, donc c'est ce que j'allais dire. Qui est passé complètement inaperçu. Absolument. Et donc, il faut absolument que ce type d'initiative soit repris, amplifié. Moi, je pense que ça passera par là. Et évidemment, comme on est en période électorale et que parfois les cadeaux peuvent pleuvoir, c'est une question d'investissement aussi. À un moment donné, il faut mettre de l'argent. Chef, vous vouliez ajouter quelque chose justement à ce sujet-là, par rapport aux mesures gouvernementales ? Pardon, ça a coupé, excusez-moi. Vous vouliez ajouter quelque chose par rapport aux mesures gouvernementales ? Oui, par rapport aux mesures gouvernementales, jusqu'à maintenant, c'est encore un peu flemme, en tout cas de ce que l'on observe. Maintenant, effectivement, ce qui se passe dans la sphère et le besoin un petit peu de se reconnecter, on voit bien les désirs notamment de nos jeunes apprenants qui veulent se reconnecter à un métier terre à terre, l'ingrédient, l'homme, la nature. Et cette conjonction-là fait qu'effectivement, en parallèle de la pibolisation un petit peu de nos métiers au travers des différentes chaînes de télévision, fait qu'effectivement on a un vrai retour où là on a besoin de les accompagner pour vraiment leur expliquer ce que c'est que le métier et qu'ils puissent vraiment l'intégrer en toute connaissance de cause. Et là, il faudrait se faire peut-être accompagner davantage par le gouvernement d'ailleurs, pour pouvoir faire venir un maximum de personnes pour leur montrer à quel point ils sont heureux, quel a été le chemin aussi à parcourir pour cela. Je reviens quand même sur notre petite phrase des différents candidats à l'élection présidentielle. Valérie Pécresse, candidate donc les Républicains à la présidentielle, a quand même dit il y a quelques jours, et j'imagine que ça ne vous a pas échappé, Mohamed Attia, la filière S est la filière des bons élèves. Il y a toujours cette idée très forte que non. Regardez Mickaël Dorian qui est heureux. Il a fait une filière S, ça se voit. Il y a toujours cette idée très forte que non seulement le bac général est meilleur qu'un bac pro, et qu'en plus les filières scientifiques sont celles qui sont plus intellectuelles. Mais c'est quoi ce cliché ? Comment c'est possible en 2022 ? Écoutez, on continue à traîner ça. Je l'ai vécu aussi. Moi, j'ai fait une filière S parce qu'effectivement, on disait que les élèves, les bons élèves devaient suivre ce parcours d'excellence. Et effectivement, au quotidien, je me bats contre ça. Pourquoi ? Parce qu'on est quand même encore fondamentalement dans une société de l'élite, c'est-à-dire qu'on ne raisonne que par les grandes écoles, on ne raisonne que par les cursus dits d'excellence, et effectivement, c'est la voie scientifique qui est la voie dite royale. Mais effectivement, le parcours d'excellence, je me bats pour dire que des formations en apprentissage ou des formations en lycée professionnel peuvent être des voies d'excellence, et on a des jeunes qui réussissent tous les jours. Et effectivement, encore une fois,
Encore faut-il le faire savoir et y mettre les moyens. Donc ce que dit Valérie Pécresse, effectivement, malheureusement, ne m'étonne pas. Ça veut dire que le discours dans les écoles, finalement, n'a pas vraiment changé. Aujourd'hui, quand un élève a de mauvaises notes en 3e, on peut lui dire « Eh ben non, une filière générale, c'est peut-être pas pour toi. Vaut mieux peut-être t'orienter sur une filière soit techno, soit pro. » Pour être honnête, moi, je l'ai vécu. Pour être honnête, on l'entend encore, évidemment. Et puis, c'est ce que vous disiez, c'est-à-dire que c'est pas la voie de garage, mais c'est la voie de ceux qui ne réussiront pas, probablement en seconde générale. Et on se bat, encore une fois, au quotidien, nous les professionnels, pour essayer de faire comprendre que ça doit et ça peut être une voie d'excellence. Mais effectivement, on entend encore ce discours, avec des jeunes qui l'intériorisent, avec des familles parfois qui l'intériorisent, et parfois même avec des gens du métier qui Justement, chef, j'imagine que vous avez croisé des jeunes qui donc avaient 12, 13, 14 ans, qui avaient envie de découvrir la cuisine, avaient envie de cuisiner, pourquoi pas monter un restaurant, et qui se disent, bah oui, mais enfin, mon père et ma mère ne veulent pas, ils me disent qu'il faut d'abord que je passe mon bac, que je fasse un master ou un DESS, enfin je ne sais plus comment ça s'appelle maintenant, mais enfin, en tout cas que je fasse un bac plus 5, et que après, tu décideras ou pas de ta future vie. Comment on fait quand on est jeune pour avoir la bonne parole, la bonne voix pour choisir? Oui, c'est une vraie question parce qu'effectivement aujourd'hui on peut aussi se poser la question de la maturité de l'individu qu'on a en face en fin de compte, parce que le choix ne devrait pas être obligatoire et fixé sur une seule option. Aujourd'hui, effectivement, le fait de rentrer par un apprentissage, une formation apprenante, fait qu'effectivement on va être en immersion directe dans le monde de la restauration, mais nous on préconise effectivement de continuer dans ce cursus par des formations diplômantes de type bachelor, voire pourquoi pas MBA ensuite, pour effectivement ouvrir le spectre des connaissances et pouvoir acquérir l'ensemble des connaissances pour pouvoir être bien à l'ouverture d'un projet. Mais il est vrai que quand on a 13 ou 14 ans, le choix est extrêmement difficile et d'ailleurs, on vient juste de le dire, mais n'est pas souvent supporté. Il n'a pas été forcément supporté parce que la représentation des métiers, notamment de l'hôtellerie, de la restauration, est encore un peu sous-représentée en termes effectivement de voie d'excellence, alors qu'effectivement on peut complètement acquérir l'excellence dans ces domaines. Et surtout que par rapport, par exemple, dans votre cas, dans les métiers de bouche, on peut aussi devenir effectivement chef, mais aussi directeur d'établissement. Enfin, il y a tout un tas de métiers qui sont liés à la restauration et qui ne sont pas uniquement juste de savoir cuisiner. Donc, on peut imaginer que plusieurs voies sont possibles vers cela. Aujourd'hui, c'est pour ça qu'on en parlait un petit peu au début. C'est vrai que, en reprenant un peu l'exemple, moi j'ai commencé en tant qu'apprenti quand j'avais 15 ans. Je suis devenu chef ensuite. J'ai eu mon établissement, notamment à Tokyo, pendant 7 ans. Je suis devenu chef instructeur. J'ai été à la tête des 2 établissements du Japon, Tokyo et Kobe de l'Institut Cordon Bleu. Et je suis revenu à Paris pour une nouvelle mission. Donc on voit bien qu'effectivement, et c'est ce qu'on le disait, le parcours professionnel peut évoluer considérablement, qu'on a énormément d'opportunités, mais pour cela, il faut continuer la formation en continu et continuer à se spécialiser par des formations courtes, avec l'évolution des métiers, la digitalisation qui sont vraiment importants d'intégrer aujourd'hui. On ne peut plus s'arrêter maintenant aujourd'hui au simple métier de cuisinier qui a largement évolué depuis les 20 dernières années. Évidemment. Alors, on parle du choix d'élèves, donc de passionnés, qui ont de réelles envies, de réelles motivations, qui sont moteurs, certains, depuis tout petit, très jeune âge, savent ce qu'ils veulent faire. Et puis aussi, et il ne faut pas le dénigrer parce que c'est très important, et surtout en ce moment, eh bien, il y a ce choix parce que c'est aussi là où il y a du boulot. C'est-à-dire qu'économiquement, c'est intéressant. N'est-ce pas ? Mais c'est extrêmement important, oui, non, mais je pense qu'effectivement, toutes les raisons sont nobles et sont valables. Et effectivement, il y a du travail, il y a du métier, il y a des métiers dans lesquels c'est extrêmement porteur. Il y a des filières d'ailleurs d'avenir. Et puis, ce n'est pas un hasard si un tas de jeunes gens se destinent sur les métiers dits métiers à l'accompagnement à la personne. Effectivement, il y a du travail dans ces filières-là. Mais enfin, c'est quand même curieux, vous êtes d'accord de s'inquiéter de voir la jeunesse au chômage aujourd'hui. Tout le monde est inquiet, tout le monde s'angoisse. On est les premiers parents à s'angoisser pour nos enfants. Et en même temps, de l'autre, dénigrer justement toutes ces formations qui mènent sur des emplois, qui débouchent sur des emplois. Pour encore beaucoup de familles, de Français... Et encore une fois, c'est une histoire longue puisque c'est dans les mentalités. La voie pro, c'est bien, mais pas pour son enfant à soi. C'est bien pour les enfants des autres, en général. Mais effectivement, on essaye de faire comprendre cela. Et moi, je rejoins absolument ce discours volontariste. Il y a du travail, il y a des filières d'avenir. Et encore une fois, il y a des possibilités de monter le niveau de qualification à des niveaux où les gens ne se rendent pas forcément compte. C'est-à-dire qu'après un bac pro, moi, j'ai plein d'élèves qui continuent en BTS,
donc qui font 2 années après le bac, voire même qui poussent en licence professionnelle et qui ont un bac +3. Donc il n'y a aucun problème là-dessus. On a vu de nombreux Français, j'allais dire grâce, je ne sais pas si c'est le terme, mais enfin grâce ou à cause du Covid, changer de métier du jour au lendemain parce qu'avec le confinement, ils se sont rendus compte qu'ils n'aimaient pas forcément ce qu'ils faisaient, ou en tout cas, voilà, le travail à la fois en présentiel et à la fois tout d'un coup à la maison, le télétravail a fait que certains se sont dit stop, j'arrête, soit mon métier ne me plaît pas, soit tout d'un coup, c'est peut-être le moment de changer et d'aller vraiment ce vers quoi, pourquoi je suis fait ou ce vers quoi je veux aller depuis toujours. Et donc, on a vu ces cadres se reconvertir justement dans les métiers de l'artisanat. Pourquoi en fait c'est pas valorisé alors qu'en réalité beaucoup reviennent à ces métiers-là? Oui, alors il est évident que la crise sanitaire a donné l'occasion d'une grande réflexion pour chacun d'entre nous, et notamment sur les fondamentaux et sur voilà, de quoi ai-je besoin, qu'est-ce que je fais dans mon boulot. Et on est revenu sur beaucoup effectivement de métiers de passion. On a parlé longuement avec le chef Ziegler de la restauration, et effectivement les métiers du bois ou ce genre de métiers qui attirent de nouveau. Pourquoi on en est toujours au même constat? La France fondamentalement a véhiculé depuis des décennies ce cliché. Les métiers nobles, ce sont les métiers de réflexion, de bureau, etc., de cadre, voilà. Et puis les métiers moins nobles, ce sont les métiers manuels. Alors qu'effectivement, il n'y a rien de plus noble, moi je trouve. J'ai vu des élèves fabriquer des choses absolument merveilleuses dont moi j'étais parfaitement incapable malgré mon bac +5. Donc effectivement, il faut remettre les choses un peu en ordre et mettre un coup de projecteur. D'autant plus, excusez-moi, mais juste, Mickaël, d'autant plus je fais réagir le chef là-dessus parce que d'autant plus qu'avec le Covid, on l'a vu, vous le disiez, les services à la personne, mais aussi, vous disiez, chef, avec le numérique, c'est très important. C'est-à-dire que tous ces métiers sont liés. En fait, il n'y a plus le côté, je fabrique du bois chez moi, j'ai juste ma scie et mon bois et je fabrique un meuble. On n'est pas là. Tous ces métiers, finalement, travaillent de concert. Absolument, absolument. On observe vraiment que depuis, il y a eu un avant et un après Covid où on a beaucoup de catégories de change carrier de 30 ans, 40 ans, 50 ans qui viennent effectivement dans nos formations en accéléré pour pouvoir effectivement mettre leur envie en projet. Ce sont des gens qui veulent passer à l'action et effectivement, on les accompagne vers cette modernisation de notre métier parce qu'aujourd'hui, effectivement, la digitalisation, le service à la personne, l'approche, le marketing, l'aspect business a complètement changé et il faut vraiment s'adapter aux codes d'aujourd'hui qui vont de plus en plus vite. Aujourd'hui, tout se fait par smartphone, le choix et la décision doivent être instantanés. Donc tout ça, ce sont des choses et des marqueurs de notre société qu'on a pris effectivement en compte et que l'on voit au quotidien. Comment ça se passe à l'étranger? Vous avez une idée un peu vous, chef, vous avez vécu à Tokyo, justement, vous le disiez. Comment sont vues ces filières-là? Écoutez, merci de poser la question parce qu'effectivement, quand on parle de voie royale ou d'excellence, ou etc., eh bien, à l'étranger, pour avoir été au Japon, aux Philippines, en Chine, en Corée ou en Thaïlande, le métier de chef de cuisine ou de directeur de salle ou ces métiers de management ou des arts culinaires sont vraiment extrêmement respectés. Ce sont des vraies positions sociales, alors avec la reconnaissance qui va avec, mais surtout, c'est aussi la signature d'un savoir-faire. Et là, je reviens effectivement à la France, puisque on a la chance, par ces métiers-là, notamment des arts culinaires, du management, dans l'hôtellerie-restauration, d'apporter une vraie plus-value, une vraie expertise du fait de notre histoire et de nos connaissances. Donc c'est vrai qu'à l'international, on a vraiment une belle vision de nos métiers. Bon, tant mieux, c'est déjà ça. Oui, espérons qu'on arrive en France à plus de modernité. Merci mille fois à vous deux, chef Ziegler et Mohamed Attia, d'avoir été avec nous. C'était passionnant. J'espère que vous reviendrez en émission pour avancer, discuter à nouveau de cette filière pro et justement avoir des avancées. Peut-être que certaines mesures, on va piocher ici et là. Vous parliez de cadeaux pendant les présidentielles, là. Profitons et parlons-nous très bientôt. Merci à vous. Merci. Donc, on se retrouvera assez vite sur ce plateau, je l'espère. Merci à vous deux. Tout de suite, c'est la pub et on se retrouve après. Un film et une polémique, celle autour des SECPA. C'est un long métrage produit par Cyril Hanouna qui sort en avril. Bonjour Rachid Zerouki, vous êtes avec nous. Vous êtes professeur en SECPA. Merci, vous m'entendez bien ? Oui, tout à fait, je vous entends très bien. Merci beaucoup de votre invitation. On est ravis. Alors, on rappelle ce qu'est un SECPA. C'est une section d'enseignement général et professionnel adaptée pour les élèves qui sont en difficulté d'apprentissage. C'est bien ça ? Oui, tout à fait. En fait, c'est une section où on va mettre des élèves qui n'ont pas
acquis toutes les compétences qu'on attend d'eux à la fin de la classe de CM2. Et donc, au collège, ils vont être dans des classes à effectifs réduits. Donc, ça va jusqu'à 16 élèves pour suivre des apprentissages adaptés avec un rythme revu un peu à la baisse par rapport aux classes générales. D'accord, alors avant d'en parler justement de cette polémique autour du film, on va regarder ensemble la bande-annonce, si vous le voulez bien. C'est l'heure d'aller à l'école. C'est bon, moi je vais me lever. C'est la rentrée. J'ai compris, c'est bon, c'est un truc de fou. J'y vais, la fille va faire. Ah, tu vas ou pas? C'est la rentrée. Debout, la Hassan, debout. Un cousin, c'est la rentrée. Écartez-vous, là. On voit pas les chaussures, elles sont neuves. Oh là, personne qui s'assoit. Allez, vas-y, on a le temps d'en faire une autre, là. Allez, vas-y. Non, ça y est, papa, demain j'ai école, je peux pas. Et t'as école dans 1 heure, t'as le temps. Allez, fais. Non, ça y est. Dégage, va à l'école. Ok, papa. T'es qui, toi? Je suis ton fils. Tu pouvais pas les dire? Alors voilà, cette bande-annonce justement du film Secpa qui sortira le 22 avril. Est-ce que déjà vous avez eu la chance de voir le film en avant-première? Non, pas du tout, mais en fait, moi, ce que j'ai vu et ce que je connais depuis très longtemps, c'est la série dont est adapté ce film, une série sur YouTube qui s'appelle les Secpa, oui. et qui fait d'ailleurs plusieurs millions de vues depuis quelques années. Et en quoi ça vous choque alors? Ce qui me choque, c'est de voir des élèves de Secpa, donc des élèves en difficulté, caricaturés ainsi et montrés en fait comme des idiots, comme des abrutis. Dans la série, on voit que les professeurs se succèdent et démissionnent les uns après les autres. Et finalement, celui qui arrive à tenir sa place, c'est un professeur très autoritaire qui va les prendre par l'école, qui va les frapper physiquement. Et je trouve que c'est une vision extrêmement éloignée de la réalité que je connais moi, parce que ces élèves-là eh bien, ne sont pas du tout bêtes, ne manquent pas d'intelligence. On peut se retrouver en échec scolaire pour tout un tas de raisons. Ça peut être lié à la santé, ça peut être lié à l'environnement social. Ce n'est pas une question d'intelligence. Et je crois que voilà, ce film véhicule des clichés qui sont vraiment néfastes, parce que les conséquences, je les vois au quotidien de cette stigmatisation. Alors justement, néfaste, pourquoi? Parce que vous pensez qu'en fait les jeunes peuvent s'identifier à ce film-là ou ont envie de leur ressembler, selon vous? Alors, pas vraiment. Néfaste dans le sens où on va coller à ces élèves de Secpa une étiquette d'élèves bêtes, d'imbéciles. Et c'est une étiquette qui fait très mal parce que moi, je vois les élèves que j'ai, ils font tout pour se soustraire au regard des autres, pour ne pas assumer cette étiquette. Ils ne vont pas aller se ranger là où il faut. Quand je suis en classe, ils me demandent de fermer la porte pour ne pas être aperçus par les camarades et pour ne pas montrer qu'ils sont dans cette section qui est la Secpa. Et ça, finalement, un film comme ça participe à cette stigmatisation, ça participe à créer cette honte de soi, cette honte d'échouer à l'école ou en tout cas d'être en difficulté. Et ça, notamment, ça se répercute sur les apprentissages parce que quand vous venez à l'école en ayant honte de ce que vous faites, en ayant honte de vos difficultés, vous n'êtes certainement pas favorisé pour mieux apprendre. Justement, on va en parler de l'image que ces propres lycéens ont sur cette filière-là, sur le SECPA. Mais juste un petit détail, mais c'est peut-être une question, voilà, à l'avocat du diable, mais on parle d'humour juste à un moment. Quand on parle par exemple des Tuches ou des Bronzés ou des grands films qu'on a pratiquement tous vus, les Tuches, on voit bien qu'ils se moquent de certaines personnes ou des gens du Nord. Voilà, on se doute bien qu'en fait, premièrement, c'est de l'humour et que deuxièmement, tous ne sont pas comme ça. Pourquoi ne pas arriver justement à dépasser ça et à se dire on va juste, peut-être dans un cliché, mais parce qu'on appuie là où ça fait mal pour faire rire? Alors moi, je conçois tout à fait qu'on puisse se dire ça. D'ailleurs, je milite absolument pas, je le précise, pour l'interdiction de ce film ou pour... pas du tout. La liberté de la création artistique, elle est ce qu'elle est. Moi, je voudrais juste dire aux spectateurs, bien sûr, ils ont le droit de rire d'absolument tout ce qu'ils veulent, mais qu'ils puissent rire en connaissance de cause. Moi, je suis en SECPA depuis 7 ans. Les élèves m'ont plusieurs fois parlé de cette série. La différence avec les ch'tis, avec les Tuches, c'est que les gens du Nord, on les connaît.
On les connaît, on les a dans nos familles, on les a au boulot. On connaît les différentes facettes des ch'tis, les différentes facettes des gens du Nord. Les SECPA, par contre, on ne les connaît pas. Ils sont finalement assez invisibilisés. Ils représentent 3% des élèves en France, donc on n'en parle pas trop. Et ils sont connus finalement dans l'imaginaire collectif uniquement à travers ce prisme de la bêtise. En fait, si je comprends bien par rapport à ce que vous dites, ce qui vous préoccupe vraiment, c'est que vous ressentez vous-même, en fait, au fond, chez vos lycéens, chez tous les lycéens qui sont en SECPA, un profond malaise par rapport à l'image que les gens ont d'eux, finalement. Et vous ne voulez pas surrajouter à cela, c'est ça ? Bien sûr, c'est tout à fait ça. Et il y a le mal-être que ça crée, il y a aussi les répercussions au niveau des apprentissages, parce que moi, mon principal obstacle au travail aujourd'hui, c'est le manque de confiance en eux. Parfois, il suffit que je commence une activité et les élèves ne font rien parce qu'ils partent du principe qu'ils vont échouer. Ils ont finalement intériorisé ces critiques qu'on leur fait et cette bêtise qu'on leur associe. Et tout notre travail en tant que professeur spécialisé en SECPA, c'est de remettre la machine en route et de montrer qu'ils sont capables de les convaincre, qu'ils peuvent avoir confiance en eux et qu'ils peuvent réussir, qu'ils peuvent être en situation de réussite. Et voilà, de telles productions, c'est inutile de vous dire que le fait que des millions de personnes, peut-être, vont rire de la bêtise des élèves de SECPA, ça ne va pas aider finalement à accomplir cette tâche. Non, mais ça me fait penser aux sous-doués, quoi. Michael ? Rachid Zerouki, vous disiez tout à l'heure que vos élèves regardaient, suivaient la série sur YouTube. Quel est leur regard à eux, justement ? Alors, moi, la première fois que j'ai entendu parler de cette série, c'était justement par la bouche des élèves. Et c'était pour dire, monsieur, regardez ce que les gens pensent de nous, regardez comment ils croient qu'on est. Et ce qui en ressort, c'est un sentiment de blessure, c'est aussi de la colère. En fait, on est en train de mettre des gens en colère sans leur donner la possibilité de répondre et de montrer ce qu'ils sont réellement. Parce que ce sont des jeunes et c'est une série qui leur est destinée théoriquement. Ce sont des jeunes et pardon, c'est une série qui leur est destinée théoriquement justement. Ça serait censé, ça devrait les faire rire en fait. Alors moi je pense qu'elle est destinée à tout le monde sauf aux élèves de SECPA. Parce que c'est pas une série qui rit avec les élèves de SECPA, c'est une série qui rit des élèves de SECPA et c'est totalement différent. Moi j'ai eu récemment un message disant que les producteurs du film et notamment tous ceux qui ont collaboré vont diffuser, venir parler avec les élèves de SECPA une fois le film prêt. Il aurait peut-être fallu le faire avant de faire le film, se rendre compte de la réalité. Et vous savez, la réalité, elle est très drôle aussi. Moi, je passe mon temps à rire en classe, honnêtement. Mais je ris pas de mes élèves, je ris avec eux. Et ce sont des personnes qui peuvent être absolument hilarants. Bien sûr, on l'imagine. Vous voulez nous raconter votre parcours ? Comment vous êtes devenu enseignant en SECPA ? Il y a beaucoup d'enseignants qui choisissent cette voie ? Alors moi, honnêtement, je ne suis pas venu en SECPA par conviction. Je ne connaissais pas la SECPA. J'ai passé mon concours de professeur des écoles et puis il a fallu choisir un poste. Et les postes, finalement, quand vous êtes débutant, vous avez le choix entre soit être remplaçant, donc être chaque jour quelque part, soit prendre un poste dont personne ne veut. Et il y avait parmi ces postes dont personne ne voulait, ce poste de SECPA qui partait toutes les années à un seul point, donc quasiment gratuitement. Et j'y suis allé sans trop savoir ce que c'était, honnêtement. Et c'est vraiment une fois en SECPA que je me suis rendu compte que j'y trouvais vraiment un sens à mon métier. J'ai énormément apprécié de travailler avec ces jeunes-là. La particularité, vous savez, c'est que vous les suivez sur 4 ans. Et quand vous suivez un groupe d'élèves sur 4 ans, vous pouvez travailler sur du très long terme, vous pouvez voir les progrès des élèves. Et surtout, il y a cette relation de confiance qui se crée, qui vous mâche le travail et qui le rend très agréable. Pourquoi en 4 ans ? Parce que vous êtes le professeur pendant ces 4 ans-là ? Pendant ces 4 années-là, vous les suivez ? Vous êtes en fait 3 ou 4 professeurs, vous partagez un certain nombre d'élèves et vous les partagez de la 6e à la 3e. Et donc, dans beaucoup d'établissements, ce qu'on fait, c'est que chacun va suivre, être le professeur principal d'une cohorte d'élèves. Et comme moi, cette année, actuellement, je suis mes élèves de 3e, après les avoir suivis en 6e, en 5e, en 4e. Et donc là, c'est une année où je les vois évoluer, je les vois être en stage.
Et puis aussi, je les vois choisir leur orientation principalement en CAP. Mais comment se passe l'orientation? C'est-à-dire qu'en fait, en CM1, CM2, on se rend compte que l'élève a des difficultés. À quel moment on se dit qu'il serait mieux en SECPA qu'en filière générale ou technologique ou autre, ou professionnelle? Et pour la SECPA, l'orientation en SECPA, ça se décide vraiment en classe de CM2. En classe de CM1, on commence à y réfléchir. En classe de CM2, on doit monter un dossier. On doit le présenter devant une commission. Et la SECPA, c'est pas donné. C'est-à-dire que les places sont assez rares parce que les élèves sont mieux encadrés avec des professeurs spécialisés, des effectifs plus réduits. Et donc, ce qu'on montre parfois comme une sanction, dans la réalité des faits, c'est plutôt bien pour les élèves, en fait, d'être dans des petites classes et avoir des ateliers, des stages. C'est bien. Et voilà, bien sûr, on ne montre pas assez le côté positif de la SECPA. Merci mille fois, Rachid Zerouki, d'avoir été avec nous, d'avoir poussé votre petit coup de gueule. Mais pour dire tout simplement que vous aimez vos élèves, que vous aimez la SECPA, j'imagine que les réalisateurs du film produit par Cyril Hanouna, qui sont Ali et Hakim Bougueraba, réagiront aussi positivement et expliqueront que voilà, en fait, ils ne voulaient absolument pas choquer. Mais bon, peut-être qu'il s'agit là d'avoir un petit dialogue, toujours encore et toujours échanger, dialoguer et comprendre. Merci en tout cas d'avoir été avec nous pour l'invitation. Parler des SECPA. Tout de suite, Mickaël, c'est l'actu vue à l'étranger. Alors, Mickaël, nous sommes en pleine semaine olympique et paralympique à l'école, une initiative qui a pour ambition de promouvoir le sport auprès des élèves, mais à l'étranger, en revanche, quelle est la place du sport à l'école? Mickaël Dorian, vous êtes intéressé à la question? Vous souvenez-vous de vos cours de PS, Virginie? Oui, je n'étais pas hyper douée. Oui, c'est souvent considéré dans les écoles comme la 5e roue du carrosse, hein, il faut le dire. Sa pratique est jugée insuffisante chez nous, mais nos voisins sont-ils meilleurs élèves en la matière? Je vous emmène pour commencer, Virginie, en Allemagne, pays dans lequel les activités sportives et musicales chez les enfants sont très importantes, mais en recul. Nous, on progresse sur la question, eux, ils reculent. Alors ne criez pas pour autant victoire trop vite, on n'est pas près de les rattraper, ils ont une bonne longueur d'avance sur nous. Déjà parce qu'il faut savoir que dans le système de notation allemand, le sport a la même valeur que les autres matières et qu'une mauvaise note en sport peut entraîner un redoublement. Ça en dit long donc sur l'importance accordée au sport dans ce pays et d'une manière générale au périscolaire. Mais alors, pourquoi ils sont en recul, en fait? Je vois pas. Alors, il faut expliquer qu'historiquement, en Allemagne, les enfants avaient école uniquement le matin. L'après-midi était justement consacré aux activités périscolaires. Un modèle qui, comme vous pouvez l'imaginer, a œuvré à favoriser la pratique du sport chez les enfants. Mais problème, ce système est aujourd'hui, et depuis plusieurs années d'ailleurs, remis en cause car selon plusieurs études, ils aggraveraient les inégalités sociales. Si les enfants de familles aisées peuvent consacrer leurs après-midi à des activités diverses et variées, ceux des classes défavorisées sont plutôt livrés à eux-mêmes. Plus question donc d'arrêter les journées scolaires à midi. Alors là, on parle de l'Allemagne, mais en Espagne aussi, les enfants ont pour habitude de faire du sport après l'école. Oui, mais les pratiques de ces activités se font en revanche dans l'enceinte de l'école, ce qui est très pratique pour les élèves qui n'ont pas à se déplacer et pratique également, vous l'imaginez bien, pour les parents qui n'ont pas à les accompagner. Pour garantir... Vous êtes en train de dire que les Espagnols sont flemmards? Non, pas du tout. J'ai des enfants qui ont des activités le mercredi et je dis juste que c'est une galère pour les activités les déposer à droite à gauche. C'est tout simplement ça. Mais en Allemagne, ils se débrouillent mieux. Bon. En Allemagne, ils se débrouillent mieux. Pour garantir la qualité de l'enseignement, les cours en Espagne donc, sont dispensés par des profs qui font partie des clubs et associations sportives de leur ville. Tout ça est fait en étroite collaboration avec les mairies, ce qui permet de proposer des activités à des prix la plupart du temps très abordables. C'est donc plutôt bien ficelé pour les Espagnols. Bon, et alors du côté des États-Unis, parce que la conscience commune veut que les États-Unis soient justement très axés sur le sport, qu'est-ce qu'il en est? Alors, c'est complexe aux États-Unis et surtout plein de paradoxes. Pour rappel, aux États-Unis, des milliards de dollars sont brassés chaque année pour le sport universitaire, un pays où les terrains de basket et les terrains de baseball sont de véritables temples sacrés et où la finale du championnat de football reste le show télé le plus regardé de l'année. Et pour autant, les États-Unis sont aussi le pays où sport est synonyme de disparité, le pays également où 20% des Américains âgés de 2 à 19 ans sont considérés comme obèses.
Ah oui, effectivement. On marque ceci étant, le sport chez nous aussi, une bonne Coupe de France, ça glane pas mal de millions de spectateurs. Oui, c'est vrai. Oui, mais pas autant que la finale du Super Bowl. C'est sûr, c'est le rapport aussi au nombre d'habitants. Merci en tout cas, Michaël Dorian. Dans le Grand JT de l'Éducation, Malika Ménard va à la rencontre de personnalités pour tout savoir de leur passé d'écolier. Cette semaine, c'est l'auteur Tristan Banon qui a répondu à ces questions. Et justement, un souvenir d'écolier particulier? Alors le souvenir que j'ai, il est pas du tout lié au cours finalement, et il est beaucoup plus petit. J'ai un souvenir d'une maîtresse qui s'appelait Madame Parizeau. Je ne sais pas si elle m'entend quelque part, Madame Parizeau. Je crois que c'était en 10e, parce qu'on avait le système américain, donc on n'avait pas CP, machin. On avait 10e, du coup 12e, 11e, 10e, donc ça devait correspondre... ça devait être CE2, je pense. Je ne suis pas bien sûre, je ne suis pas bonne en équivalence. Et j'adorais cette maîtresse. Et en plus, il n'y avait pas vraiment... Bon, j'en ai fait des livres entiers, mais je n'avais pas une mère très maternelle. Et elle avait elle dégageait quelque chose de très maternel. Et donc, j'adorais la retrouver, j'adorais être en classe. Et sans doute que j'avais un peu transféré des choses sur elle. Et un jour, elle est arrivée, elle nous a annoncé qu'elle était enceinte. Et alors, ça a été terrible. J'ai pleuré pendant des jours et des jours, parce que d'abord, elle n'allait pas être là pendant plusieurs semaines, et parce que je me sentais dépossédée de ma maman de substitution, et c'était complètement atroce, et je lui disais « mais vous ne pouvez pas me faire ça !» Mais elle avait bien conscience d'avoir un lien particulier avec vous? Je ne sais pas si elle se rendait compte que c'était à ce point important pour moi. Je pense qu'elle avait un lien particulier avec tous ses élèves, et moi comme les autres. Est-ce qu'elle se rendait compte? Je ne sais pas, c'est elle qui pourrait le dire. Honnêtement, je ne sais pas, mais je sais que ça a été très difficile à ce moment-là pour moi. Parce que votre maman était absente? Ma mère était souvent absente, et puis elle n'était pas... c'était pas quelqu'un de très intéressé par les enfants. Tous les enfants, pas maman, voilà, c'est pas qu'elle n'était pas intéressée par ses enfants, c'était pas quelqu'un de méchant, c'est quelqu'un qui n'était pas très intéressé par l'enfance ni par les enfants, donc les siens pas plus que les autres, et déjà qu'elle n'était pas très présente, elle travaillait beaucoup, et puis par ailleurs elle avait une vie qui était très extérieure au domicile, et les moments où elle était là, je sentais bien que j'étais pas le centre d'intérêt. On était très loin de l'enfant roi quand même. Vous avez des frères et sœurs? J'ai des demi-frères et des demi-sœurs qui sont beaucoup plus âgés que moi. Oui, donc c'est vraiment une enfance seule. Oui, j'ai été élevée comme une enfant unique. Très clairement, j'ai été élevée comme une enfant unique. Avait plus de 13 ans de plus que moi. Et en plus, ils vivaient chez leur père. Mais vous aviez votre amie, enfin vos amis, donc celles que vous avez J'avais conservées. mes amis qui étaient très très importants pour moi, et le fait d'avoir grandi dans cette école où on était vraiment tous ensemble a fait que moi j'ai vraiment projeté tout ce qui relevait de la famille à l'école. Donc c'était vraiment, pour moi, mes amis, mes profs, tout ça, c'était la famille en fait. C'était quelque chose... Je m'en souviens très bien que quand le bac est arrivé, et qu'on l'a globalement à peu près tous eu finalement, tout le monde était très très heureux, et moi j'avais un truc très triste. Ouais. Je me demandais comment allait se passer la vie en dehors de ce groupe, quoi. En dehors de cette école, en dehors de ces gens, en dehors de ces profs, en dehors de nos habitudes à tous. C'était l'inconnu. Et là, vous saviez déjà que vous alliez être journaliste, écrivaine? Alors, j'écrivais déjà tous les jours. Je voulais absolument écrire tous les jours. Il y a une prof, je me demande si quand elle me l'a dit, on n'avait pas encore des maîtresses. Je ne sais plus bien à quel âge c'était, qui trouvait que j'écrivais très bien et qui m'avait dit que l'écriture, c'était comme un sport. Il fallait s'entraîner tous les jours. Et donc, elle m'avait dit, si tu veux un jour devenir auteur, écris tous les jours. Et c'est à elle que je dois d'avoir commencé à écrire tous les jours. Et c'est elle qui a mis ça dans votre tête, ou vous saviez déjà que vous aviez envie de faire ça? Alors, c'est elle qui m'a mis dans la tête le fait que ça pouvait être un métier.
Et parce qu'à l'âge où elle me l'a dit, moi, je pensais que les auteurs étaient tous des gens morts. Donc ça, oui, en soi, ceux qu'on étudie à l'école, oui, il y en a beaucoup. Ça ne me venait même pas à l'idée, le fait que ça puisse être un métier. C'est un métier fini, quoi. Voilà, c'était un métier, ou éventuellement un truc de fin de vie, on écrivait. Ouais, il fallait être vieux, c'était comme la politique, c'était un truc de vieux dans ma tête d'enfant. Et quand elle m'a dit ça, je m'en souviens lui avoir dit mais on peut faire ça toute sa vie. Et elle m'a dit mais bien sûr, il y a des auteurs, même jeunes, même. Bon, néanmoins, quand je suis arrivée dans ce métier, je faisais quand même partie des plus jeunes. Hein. Ça veut dire depuis quoi Depuis une vingtaine d'années, puisque le premier livre que j'ai sorti, c'était en 2003, et il me semble, mes souvenirs sont assez anciens, mais il me semble que j'ai dû signer mon contrat en 2001. Donc, c'était il y a 21 ans, quand même. Ça commence à faire. Finalement, pas très longtemps après le bac, quoi. Oui, c'était juste après. C'est pas compliqué, il y a 21 ans. Je vous ai dit que j'étais nulle en maths. On oublie. C'est la fin de ce numéro. On se retrouve demain, toujours en compagnie de Tristan, pour la suite de Souvenirs d'écoliers. À demain. Merci Malika Ménard. Alors tout de suite, c'est le meilleur de School TV avec le ZAP. Et vous soutenez dans le livre un droit à la désobéissance scolaire. La désobéissance civile, on voit un petit peu ce que c'est en ce moment. C'est quoi la désobéissance scolaire ? Je ne sais pas si c'est le concept qui va plaire aux enseignants et aux parents. C'est un peu ma nouvelle lubie, notamment aussi avec Mao, depuis le début de l'année. C'est que pour moi, si le système scolaire, l'éducation nationale ne nous prépare pas à un monde individuellement épanouissant, collectivement viable, à un monde de justice sociale et écologique, comme la désobéissance civile, on a le droit de désobéir pour proposer autre chose qui a plus de sens, qui va plus dans cette direction. Et malheureusement, il y a vraiment du bon dans l'éducation nationale, mais il y a aussi beaucoup de formations qui sont délétères et qui mènent à des métiers qu'on juge absurdes ou bullshit jobs ou des métiers qui détruisent. Le bullshit jobs, ça avait été théorisé par Graeber, oui. David Graeber, cet anthropologue américain qui est décédé récemment. Et qui c'est des jobs qui n'ont pas de sens, en fait. Exactement. J'y vais, mais je ne sais pas à quoi ça sert, quoi. Oui, et donc au final, on passe 80 000 heures de notre vie à donner du temps au travail. Donc autant que ça serve à cultiver et nourrir le lien humain avec le vivant. Et donc dès que je suis à l'école, selon vous, je peux me mobiliser dans cette direction-là et le cas échéant dire aux enseignants, au système, il faudrait apprendre autre chose, apprendre autrement ? Je pense, oui. Il faut tout. Il faut des infiltrés, des rebelles, des explorateurs et aussi des désobéissants. Le label E3D pour établissement en démarche de développement durable, on parle de quoi ? Eh bien, il s'agit tout simplement d'un label qui atteste du niveau d'engagement donc d'une école ou d'un établissement dans le développement durable. Il apporte donc des solutions concrètes pour répondre aux différents objectifs. Alors, c'est pas forcément lié à l'écologie, mais à l'éducation, la santé, la paix dans le monde également. Et ce label contribue grandement à la formation de citoyens informés, critiques et engagés. Quels sont les objectifs et en quoi consiste l'agenda 2030 ? Alors, je vous propose de revenir en septembre 2015. 193 pays, dont la France, se sont réunis à New York lors de l'Assemblée générale des Nations Unies. Et donc, ils ont mis en place 17 objectifs à atteindre d'ici 2030. Parmi eux, beaucoup de sujets, la lutte contre la pauvreté, contre la faim, pour une éducation également de qualité, la préservation de la vie aquatique par exemple, ou encore l'égalité entre les sexes. Il n'y a pas que les écoles également qui sont concernées par cet agenda, mais aussi les entreprises, les associations, nous, vous, les citoyens, tout le monde, pour que l'établissement également... Présent. Voilà, et pour que l'établissement soit labellisé. C'est simple, il faut passer 3 niveaux, il y a 3 niveaux différents. D'accord. Le premier, c'est l'engagement avec la mise en place de projets, avec un plan d'action. L'approfondissement, ça c'est le niveau 2, avec un référent développement durable et des actions réalisées. Et puis enfin, le niveau 3, c'est le top, c'est l'expertise qui comporte une évaluation des compétences des élèves, des actions remarquables, ainsi que la pérennisation de la démarche. Ce label, il est valable 3 ans. Alors le métaverse, c'est vrai qu'on entend beaucoup parler aujourd'hui, surtout ces derniers mois. Finalement, le métaverse, comme disait Frédéric, il faut le voir finalement comme l'Internet de demain, un Internet donc persistant, Internet dans lequel on va pouvoir se mouvoir, on va pouvoir entrer, on va pouvoir être en connexion avec nos pairs,
à l'aide d'un casque de réalité virtuelle, mais pas que. Et justement, nous travaillons chez Opuscope depuis début 2016 maintenant à comment nous allons justement transitionner vers cette nouvelle ère de l'informatique. Finalement, le métaverse, ça fait partie d'un informatique donc plus global qui est l'informatique spatialisée. C'est-à-dire qu'on va complètement avoir une nouvelle vision en fait de cette informatique, pas uniquement au sein d'un écran, donc un écran qui peut prendre différentes tailles, comme on a aujourd'hui avec le smartphone, l'ordinateur ou la télévision, mais finalement cette informatique de demain va interagir avec notre environnement physique, c'est-à-dire que les applications, les logiciels qui seront finalement spatialisés dans notre environnement ou dans un environnement complètement virtuel. Alors vous dites pédagogie, j'ai dit méthode. Et il y a plus qu'une nuance. On ne peut pas réellement parler de méthode Montessori. Il n'y a pas de recette Montessori toute faite. C'est plutôt des grands principes. Lesquels ? Alors, ces grands principes. Le premier, c'est que l'enfant est considéré comme un être à part entière et pas un être en devenir. D'ailleurs, Maria Montessori disait « N'élevons pas nos enfants pour le monde d'aujourd'hui. Ce monde aura changé lorsqu'ils seront grands. Aussi doit-on en priorité aider l'enfant à cultiver ses facultés de création et d'adaptation. » Et là... Ça résonne. Justine, qui fait des... Donc ça, c'est le premier principe. L'enfant considéré comme un être à part entière. Et le deuxième ? L'enfant est curieux. Donc c'est une éponge, un esprit absorbant en langage Montessori. C'est-à-dire qu'il va avoir besoin d'un environnement riche, attrayant, stimulant pour se développer. Arthur Perse, c'est dur d'obtenir ce label ou pas ? On a dit 7500, 7700, c'est un bon début, c'est pas encore énorme, mais même si on a vu que ça avait des résultats assez probants. Alors, tout dépend des moyens, de la logistique et du temps investi par les professeurs, par les éco-délégués. D'accord. Donc, chaque cas est unique parce que... Mais en général, c'est dur de... Il y a quand même de la bureaucratie. Demain, j'ai une classe de 20 élèves, ils sont super motivés, je mets 2-3 semaines avec eux pour établir le projet. Il va me falloir combien de temps ? Vous allez me dire que c'est un parcours du combattant ou pas ? On n'en est pas loin. Un peu, oui, d'accord. On n'en est pas loin, il y a beaucoup de démarches administratives, ça peut tourner autour de 6 mois, ça dépend vraiment. Et il y a aussi beaucoup de demandes qui doivent être respectées, de cahiers des charges à compléter. Et c'est vrai qu'une petite institution, un petit lycée, s'il n'a pas beaucoup de formation ou une aide extérieure, peut facilement se retrouver, on va dire, sous l'eau. Une aide extérieure que l'État peut apporter dans ces cas-là ? Dans certains cas que l'État peut apporter, ou des entreprises privées, en les accompagnant, les aiguillant avec des formations ou des aides qui est directement sur la connaissance du territoire, pour des coopérations. Est-ce qu'il y a différents niveaux de labels ? Il y a différents niveaux labels. Il y a les labels de niveau 1, 2 et 3 pour le label E3D. Il y a aussi même le label pour les lycées et collèges français à l'étranger, qui est assez peu connu. Comme on a beaucoup d'exemples de lycées et d'alliances françaises qui sont sous ce label au Chili, par exemple. Et il y a aussi beaucoup de labels de éco-lycée et qui permet de valoriser toutes les actions entreprises entre collégiens, éco-délégués et professeurs. Mais alors du coup, Arthur Perse, qui vient contrôler la qualité, la portée et justement le suivi du projet ? Du coup, généralement, ce sont des membres de l'académie dont dépend le lycée, qui vient faire une visite déjà une fois par an ou au bout de la 3e année du label, et qui vient vérifier l'installation, la pérennisation des projets, si tout est abouti, et redonne ou pas le label en fonction des résultats. S'il fallait retenir une proposition du métavers, ce monde des possibles, ce serait laquelle pour vous, Frédéric ? Il y en a beaucoup. J'aime bien, pour illustrer un peu le potentiel et les enjeux, j'aime bien une plateforme aujourd'hui qui se veut un mini métavers, comme il va y en avoir beaucoup qui sont en train déjà d'arriver, qui s'appelle IMVU, qui est une plateforme qui est dédiée à tout ce qui va être activisme et lancement de mouvements où les gens se regroupent pour parler justement politique et enjeux. Et je trouve ça beau dans l'esprit d'évolution que ça apporte, parce qu'on passe du forum, donc le forum tel qu'on le connaît sur Internet, et aussi le forum, comme on pouvait le voir à l'Antiquité, on passe du forum à l'agora, où là on vient vraiment, on rencontre les gens, on débat, on se voit en personne, j'utilise des guillemets, mais on passe du forum à l'agora, et je trouve ça super intéressant en termes d'image de ce que peut apporter le métavers.
Il y a bien évidemment tout un tas d'usages qui vont être plus ou moins positifs. Néanmoins, celui-ci, je le trouve intéressant parce qu'en termes de ce qu'il peut représenter comme potentiel, il est intéressant, je trouve. C'est la fin de ce grand JT, Mickaël, ça passe vite. Hein. Trop vite. Bah oui, mais enfin bon, la chance c'est qu'on se retrouve demain, et puis même heure, 20h30, et puis vous pouvez également retrouver notre émission sur le site internet schooltv.com. À demain.